Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien et spécialiste des questions internationales. Je vous remercie encore une fois de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, que pensez-vous de cette affaire de Boris Nemtsov, en fait, opposant russe assassiné, s'il vous plaît? Écoutez, c'est une affaire sans aucun doute de déstabilisation du président Poutine et de l'État russe. Mais je vous ajoute quelque chose, au niveau russe, je ne pense pas que ça marchera, mais ça va avoir des conséquences évidemment au niveau international. Ça intervient à un triple moment, au moment où l'armée ukrainienne visiblement a perdu la guerre au Donbass et où l'Ukraine est en faillite. Il y avait un des principaux oligarques ukrainiens, il y a 48 heures sur la chaîne France 24, qui déclarait que l'Ukraine était déjà en faillite. Ça, c'est la première chose. Le deuxième événement international, c'est que l'Union européenne et les États-Unis sont actuellement en consultation pour augmenter et rendre encore plus dangereuses pour la Russie les sanctions économiques. Il y a une rencontre qui est prévue de Cameron, d'Obama, de Merkel et de François Hollande. Pour ce faire, il faut savoir, il y a aussi là beaucoup de fausses analyses sur le web. On a cru, parce que Hollande et Merkel avaient pris une option non guerrière aux accords de Minsk, qu'ils étaient subitement éloignés des États-Unis. Les accords de Minsk avaient pour but de sauver le régime de Poroshenko d'une défaite militaire totale. En fait, Mme Merkel a pris la tête du lobby anti-russe en Europe. La Bundeswehr allemande est en train de réarmer à très grande vitesse. Elle vise évidemment la Russie. Et si vous voulez, les États-Unis travaillent maintenant avec une subdivision du travail. L'Allemagne a reçu le rôle de contrôler la partie orientale de l'Union européenne. Elle a, avec l'accord des Américains, établi des régimes qui sont soumis à Berlin. La Pologne, qui est complètement soumise, y compris le président du Conseil des ministres européens, Donald Tusk, je viens de faire 2 émissions de mon émission de géopolitique, Le Grand Jeu pour Rayon TV et Afrique Média, et j'ai démontré tout ça avec des documents. Ça s'appelle La Grande Allemagne est de retour. Est-ce une menace? Oui. Le deuxième régime que Mme Merkel vient de soumettre, c'est la Roumanie. Le nouveau président allemand, Klaus Iohannis, c'est un membre de la minorité allemande de Roumanie. C'est un ancien dirigeant des fondations allemandes en Roumanie qui sont manipulées par les services secrets allemands. Et le troisième pays qui est soumis en partie à Mme Merkel, c'est évidemment la junte de Kiev, donc le régime pro-occidental qui est arrivé au pouvoir par le coup d'État du 21 février 2014. Cerise sur le gâteau, Mme Merkel s'est offert la mairie de Kiev, puisque le maire de Kiev, l'ancien boxeur Klitschko, est officiellement membre de son parti, la CDU-CSU. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que les Américains rêvent de faire une révolution de couleur sur le modèle ukrainien en Russie. Ils appellent ça le Maïdan russe. Ça porte 2 autres noms. Ça s'appelle aussi le printemps russe ou l'autre Russie. Derrière tout ça, il y a des activistes d'extrême droite, il y a des organismes libéraux, il y a de fausses ONG et il y a évidemment les institutions liées à la CIA, dont la fameuse NED, National Endowment for Democracy, qu'on appelle la vitrine légale de la CIA et qui paye toute l'agitation anti-russe en Europe de l'Est depuis presque 30 ans. Le problème pour les Américains, c'est que ça ne s'est pas passé comme ils l'entendaient. Tout d'abord, la politique de Poutine en Crimée et en Ukraine a reçu le soutien de quasi la totalité de l'opinion publique russe. Il y a eu un sondage il y a quelques jours par l'Institut Lebeda. Malgré son nom russe, Lebeda est financé par la fondation Carnegie américaine, donc c'est un institut occidental. 85%
de la population russe soutient Poutine, soutient 91% soutient sa politique au Donbass et en Ukraine et en Crimée, et en cas de guerre, il conserverait entre 67 et 70% de ce soutien. Au cours des 2 dernières années, l'opposition a été laminée et elle a perdu le soutien public. Lors des élections à la Douma en 2011 et la présidentielle de mars 2012, les Occidentaux ont déjà essayé d'organiser une révolution de couleur, avec notamment des gens comme Nemtsov et d'autres, et ils réussissaient essentiellement à Moscou et à Saint-Pétersbourg, parce que c'est là qu'il y a une classe moyenne et une bourgeoisie pro-occidentale. Ailleurs, cette classe n'existe pas. Ils réussissaient à faire des manifestations qui regroupaient entre 100 et 120 000 personnes. Aux élections de la Douma de fin 2011, l'opposition libérale a connu une énorme défaite, ce qui démontre qu'elle n'allait pas justement au-delà de ces 100 000 personnes, c'est-à-dire qu'aucun des partis libéraux ou des partis politiques liés à la coalition L'autre Russie, donc la coalition qui voulait organiser un Maïdan russe, aucun de ces partis n'a dépassé les 5%. La plupart ont fait entre 0,5 et 2, dont le parti de Nemtsov, et donc ils ne sont plus représentés au Parlement, à l'exception d'un seul député qui a été élu il y a un scrutin parallèle où on élit des gens sur leur nom. La deuxième partie de l'opposition, le noyau dur de l'opposition, ce ne sont pas les partis libéraux. Ce sont l'extrême droite ultranationaliste, raciste, xénophobe, anti-musulmane. C'est le même genre d'extrême droite qui existe en France avec le Front National. Poutine, grâce à sa politique en Ukraine et en Crimée, et grâce à l'organisation de mouvements patriotiques, notamment de jeunesse, il y a un grand mouvement qui s'appelle Contre le Maïdan russe. Il y a des mouvements de jeunesse comme Nachi, le mouvement de la jeunesse démocratique antifasciste de Russie. Il a arraché à l'extrême droite toute la base sociale patriotique russe. L'extrême droite était capable, il y a un an, de faire des marches de 50 à 70 000 personnes à Moscou. Et là, il y a, au mois de décembre, elle n'a été capable que de faire 2 manifestations de 2 000 et 3 000 personnes respectivement. Donc, l'opposition n'existant plus, il faut la revitaliser. Alors, si je vous ai bien suivi, Michel, vous voulez dire que l'opposition n'existe plus et le printemps russe souhaité par certains pays occidentaux n'aura pas lieu. Il n'aura pas lieu. Et ils ont espéré. Je vais vous donner après, si vous voulez bien, les hypothèses sur la mort de Nemtsov. Mais ils ont espéré que la cérémonie d'hommage et l'enterrement allaient donner naissance à une très grande manifestation qui allait d'ailleurs tenter de s'emparer du Kremlin. Sur les réseaux sociaux russes, comme V-Contact, qui est le Facebook russe, certains excités appelaient à créer un Maïdan immédiatement face au Kremlin. Ça n'a pas marché. La manifestation a fait entre 10 et 12 000 personnes à Moscou et entre 2 et 3 000 à Saint-Pétersbourg. Ce sont les chiffres de l'AFP à 15 heures. Visiblement, les médias de l'OTAN ont reçu l'ordre de mentir à leurs lecteurs et à 18 heures, ils ont subitement annoncé 70 000 manifestants à Moscou et 10 000 à Saint-Pétersbourg. C'est du média mensonge. On a les photos, toutes les photos sont en plan court et on a une photo d'ensemble de la manifestation. Elle tient entièrement sur le pont autoroutier où a été assassiné Nemtsov. On ne sait pas mettre sur ce pont plus de d'environ 10 000 personnes. Donc c'est un échec à ce niveau-là. L'enterrement n'a réuni que quelques centaines de personnes. L'AFP dit quelques milliers, mais ce n'est pas vrai. Donc c'est un échec. C'est un échec complet. Il y a une base, évidemment, dans la rue pour soutenir Poutine.
Maintenant, les hypothèses sur le meurtre lui-même, il y en a beaucoup. Il faut savoir tout d'abord qui était Boris Nemtsov. C'était un ancien ministre de Boris Elstine et c'était un ancien oligarque. C'était un petit oligarque, c'est un de ceux qui avait pillé dans des affaires louches, mafieuses, l'économie russe. C'était un individu à la vie privée trouble. On le compare à DSK, vous savez, DSK, l'homme politique français. Il est sur Internet parce qu'il y a beaucoup de photos qui tournent. Il y a des photos où il est sous à des manifestations. C'était un coureur de femmes, un amateur de prostituées. Et une des hypothèses, évidemment, c'est un règlement de compte d'un mari jaloux. La deuxième hypothèse, évidemment, c'est celle des médias de l'OTAN, c'est que ça ferait Poutine. Poutine n'avait aucun intérêt. Je viens de vous expliquer, quand on a 85% de soutien et que face à soi, on a des hommes politiques démonétisés, inconnus de la grande partie des Russes, la Russie c'est un pays immense, et qui font 2% aux élections, on n'a pas peur d'eux. Bon, ça ne pose pas de problème. Mais c'est l'hypothèse, évidemment. C'est également l'hypothèse des médias russes d'opposition. Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'y avait plus de médias d'opposition en Russie. C'est faux. Il y a des télévisions d'opposition et il y a une grande radio à Moscou qui s'appelle Radio Echo et qui émet tout à fait librement et qui déverse tous les jours des tonnes de fumier, comme on dit en français, sur Poutine, sur le gouvernement, sur la politique russe. La troisième hypothèse, c'est qu'elle a été émise d'ailleurs par le parquet général russe directement, c'est que Nemtsov aurait été abattu justement par des membres de l'extrême droite ultranationaliste qui lui reprochent son soutien à la junte de Kiev. Nemtsov se rendait régulièrement à Kiev, dénonçait les républiques du Donbass, dénonçait la politique russe, annonçait régulièrement des révélations sur l'implication de Poutine en Ukraine, et la junte de Kiev lui a rendu hommage, Poroshenko notamment. Lors de la manifestation de dimanche, on a arrêté à Moscou un député d'Odessa du parti de Timoshenko d'extrême droite qui était venu faire de l'agitation, et c'est un des gens qui ont organisé le fameux massacre de la maison des syndicats à Odessa au mois de mai, où entre 50 et 200 personnes ont été assassinées par les néofascistes ukrainiens. Donc ça peut aussi faire que cette extrême droite nationaliste qui reproche à Poutine de ne pas être assez patriote, et il fait le coup. Maintenant, les autres hypothèses, c'était toujours un homme riche, avec des affaires louches. La presse occidentale le présente comme luttant contre la corruption. C'est la même chose que Navalny, qui est l'autre chef de l'opposition. Ce sont des escrocs. Navalny vient d'être condamné dans une affaire d'escroquerie en Russie, au détriment de la firme française Yves Rocher. Nemtsov était très riche. Il possédait un appartement à quelques centaines de mètres du Kremlin, dans un des quartiers les plus chers de Moscou. Et qui dit affaire louche dit mafia. Maintenant, la toute dernière hypothèse, elle a été émise à la fois par Poutine, mais aussi par les dirigeants du Parti communiste russe, qui sont le véritable parti d'opposition. Le Parti communiste russe fait 25%, c'est le deuxième parti russe à la Douma. Ils sont l'opposition de Poutine, ils ne sont pas d'accord avec l'économie libérale, forcément, puisqu'ils sont communistes, mais ils soutiennent la politique de Poutine en Ukraine, en Crimée, etc. Eux ont émis exactement la même hypothèse, c'est-à-dire que Nemtsov aurait été exécuté soit par les services occidentaux, soit par ce qui reste de l'opposition à Poutine elle-même, de façon à créer un martyr et relancer l'agitation. La toute dernière hypothèse, on n'en parle pas du tout dans les médias de l'OTAN, mais c'est une exécution par les services secrets ukrainiens. C'est pour moi, je vais vous parler franchement, c'est pour moi la plus logique. C'est la raison aussi pour laquelle on a retenu pendant presque 4 jours la femme qui accompagnait donc Nemtsov lors de son assassinat,
qui est présenté comme un mannequin, mais que des sources russes présentent comme une escort girl. Je n'ai pas d'éléments permettant de trancher, mais elle a été retenue parce qu'elle est ukrainienne et parce qu'évidemment, elle avait un mobile. C'était celle qui savait que Boris Nemtsov, à quelle heure et où avait-il se trouvé au moment où il a été exécuté. Pourquoi les Ukrainiens? Le régime ukrainien, c'est un régime à bout de course. C'est un régime en faillite et il est constitué de ceux que moi j'ai appelés des pieds nickelés. Les pieds nickelés, tous les Français vont comprendre, c'est une bande dessinée française qui est publiée depuis les années 30. C'est un groupe d'escrocs qui est tout le temps en train de monter des complots et des plans minables. C'est ce que fait la jeune de Kiev. Et physiquement, les 4 personnages ressemblent un peu aux leaders de Kiev. Ce sont des gens qui sont des banquiers qui ont fait faillite, des escrocs, des oligarques mafieux. Poroshenko a organisé une véritable guerre, la guerre du cacao, il y a une quinzaine d'années, en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins.